et environnement. Ah, voilà. L'ouvrage donc Santé et environnement vers une nouvelle approche globale. C'est un ouvrage qui est par ailleurs disponible en accès libre en format PDF sur Internet. J'ai mis le lien ici dans ma présentation PowerPoint. Peut-être qu'après, je pourrais le mettre dans le chat pour que tout le monde puisse y avoir accès. On l'a également ici à réseau en prêt. C'est possible de l'emprunter également. Donc, c'est un ouvrage collectif qui a été co-dirigé par quatre personnes, trois chercheuses et un chercheur. Un Nicolas Sen qui est issu de la médecine, Marie Gay qui a un profil de philosophie, Maria Del Rio Caral qui a un profil de psychologie de la santé et Julia González Olguera qui est plutôt issue des sciences de l'environnement. Donc, on voit tout de suite que c'est un ouvrage qui est interdisciplinaire. Il y a environ une cinquantaine d'auteurs et d'autrices qui ont pu y contribuer. Je commence peut-être l'introduction à cet ouvrage en citant ici une première phrase qui m'apparaissait assez interpellante, touchante pour lancer cette question de lien entre santé et environnement. Et c'est la préface donc par François Gémen, hein, professeur et chercheur sur les questions migratoires et de changement climatique qui nous dit la question des liens entre santé et environnement nous renvoie au fond à notre propre vulnérabilité. Nous prenons peu à peu conscience que les conditions mêmes de notre vie future seront largement déterminées par l'état de l'environnement. Et donc, relier la Terre et le monde, prendre conscience que les deux ne font qu'un, nous amène inévitablement à considérer combien santé et environnement sont intrinsèquement liés. Euh, voilà. Ici, j'ai remis le sommaire de l'ouvrage. Donc, c'est un ouvrage qui fait 506 pages, qui est divisé en cinq parties thématiques, avec à chaque fois des sous-sections et des chapitres liés à chacune des sections. Et donc, c'est un ouvrage qui ratisse quand même très, très large. Je me dis, quand je l'ai lu, quand je l'ai parcouru, en fait, je me dis, c'est un peu, il y a plusieurs teasers ou plusieurs mises en bouche, si on veut, sur différentes thématiques importantes liées au lien santé et environnement. Et donc, la prémisse de cet ouvrage, c'est tout de même la relation qu'ont les êtres humains à l'environnement qu'on dit naturel. Mais cet environnement naturel, on parle de ces liens étroits à tous les autres types d'environnement, que ce soit celui construit, émotionnel, économique, culturel, social, un environnement qu'on dirait toxique, qu'on dirait bienfaisant. Euh, il y avait une citation aussi que je trouvais quand même marquante et intéressante qui dit le soin et la santé restitués dans la cité au sens d'environnement, de milieu de vie. J'ai remis quelques éléments clés. Pardon, je passe à la prochaine diapo. Hop. Euh, je peux pas faire ça. Ah oui, voilà. Je vais l'avoir. Attendez, je vais juste revenir avant. Euh, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à aller doucement. Je vais l'avoir. Et donc, la question de l'ambition de cet ouvrage était aussi importante, je trouve, pour introduire ce livre, c'était l'idée des auteurs de pouvoir oser dire quand on est médecin, d'entendre le point de vue des philosophes, de sociologues, de psychologues, autant aussi réciproquement oser entendre pour les personnes issues des sciences humaines et sociales ou des sciences de l'environnement, d'entendre ce que les professions de la santé ont à nous apprendre sur la vie des corps et sur le fait de préserver, de conserver la santé, que ce soit la santé, que ce soit l'accompagnement dans la mort également. Et donc, cet ouvrage se situe précisément aussi dans tout ce qui est défis contemporains et complexité dans un monde où l'accentuation des inégalités sociales dans une planète multicrise mobilise énormément à la fois les métiers de la santé et d'autres métiers. Euh, et c'est également aussi pour s'ouvrir à une nouvelle compréhension de la maladie et de la santé qui tient compte des écosystèmes qui doivent eux-mêmes être en bonne santé. J'ai donc choisi, dans le cadre de ce midi littérature, de sélectionner quelques chapitres dont je vais vous présenter les grandes lignes. Je ne pouvais pas évidemment passer à travers les nombreux chapitres de cet ouvrage, mais voilà, je vais me permettre de donner les grandes lignes d'environ 7 chapitres. Mais évidemment, ce ne sont pas les chapitres les plus importants, mais bien ceux qui me semblaient les plus complémentaires aux concepts et aux pratiques en promotion de la santé qui sont finalement, en tout cas,
notre mission ici à Réseau. Et donc, j'enchaîne avec le premier chapitre que j'ai choisi, qui est un peu l'introduction, qui fait suite à l'introduction. Et donc, c'est le chapitre qui se nomme Du paysage au système Terre, une très brève histoire de la pensée écologique. Je remets ici à chaque fois la pagination pour ceux et celles qui voudraient effectivement après retourner précisément dans ces chapitres. Euh, et donc, les auteurs dans ce chapitre nous donnent à voir quelques jalons historiques finalement du développement de la pensée écologique. D'abord, ils nous font remonter à l'origine principale au 19e siècle de la prise de conscience environnementale, qui est une prise de conscience qui a été lente, progressive, de l'impact des activités humaines sur l'environnement. Il y a à cette époque, en tout cas, des préoccupations qui sont très locales et circonscrites. Et ensuite, tout doucement, jusqu'au milieu du 20e siècle, on monte vers des problèmes qui sont plus collectifs, transnationaux, pour arriver à la notion aujourd'hui de problèmes globaux, où les temporalités traversent à la fois les générations et les territoires. On parle aujourd'hui, hein, pour certaines, j'imagine que c'est des notions que vous connaissez déjà, mais la notion d'anthropocène, qui serait une nouvelle période géologique et qui montrerait en fait que la civilisation industrielle a accéléré ou à perturber davantage les équilibres écologiques que sont le climat, les équilibres biochimiques, géologiques et écosystémiques. Et donc, je retourne au milieu du 19e siècle. Il y a trois types de préoccupations qui sont marquantes à cette époque-là et qui contribuent finalement à cette prise de conscience de l'environnement. Et donc, on parle de l'épuisement, surexploitation des ressources naturelles, on parle déjà de surexploitation des forêts, de surpâturage, etc. On parle également de la protection de la nature des paysages dans une optique d'esthétisme et de préservation de la nature. On parle de lutte contre les pollutions. On parle également aussi, alors on parle de lutte contre les pollutions qui s'accélèrent effectivement pendant la révolution industrielle. On parle qu'à partir de la moitié des 21e siècle, il y a une vision effectivement qui est de plus en plus globale des questions écologiques. Et il y a certainement une controverse qui est assez structurante dans cet avènement de perspectives plus globales, et c'est les notions de conservationnisme cette vision qui prétendait en tout cas défendre une exploitation raisonnée des ressources naturelles, contrairement au préservationnisme, qui lui consistait plutôt à laisser intouchées les plus grandes surfaces possibles de nature sauvage. Et donc, c'est des oppositions qui ont encore toujours lieu aujourd'hui dans les débats autour de la préservation de l'environnement. Euh, Ensuite de ça, je vais juste changer de diapo. On a euh, ces préoccupations-là, en tout cas autour de la surexploitation des ressources naturelles qui perdurent du fait du progrès du développement territorial. Mais c'est vrai que vers la fin du 19e siècle, début du 20e, on a cette notion de protection des paysages qui est vraiment au cœur des différentes actions et transformations qui ont lieu un peu partout à travers le monde, particulièrement aux États-Unis et en Europe. En tout cas, c'est les deux territoires qui sont le plus cités dans l'ouvrage. On a l'écologie qui devient une discipline scientifique en 1866 et on a, par exemple, je donnais des dates comme ça pour montrer que plutôt vers le milieu du 20e siècle, on avait la World Wide Foundation qui est née. Et donc, on voit que c'est une longue progression finalement de cette prise de conscience. Il y a également à cette époque aussi, fin du 19e siècle, la pollution qui est une question intrinsèquement liée à la santé publique. Était cité le Public Health Act de 1891 au United Kingdom, en Angleterre, pardon, qui aussi marquait le coup de la prise en compte de l'environnement. Mais c'est aussi au milieu du 20e siècle, par différents scandales, en tout cas différents événements d'intoxication, d'exposition à des agents chimiques qui emboîtent le pas sur la notion de pollution, qui met vraiment la notion de pollution au cœur de la santé publique. Il y a un scandale qui est cité, hein, l'histoire du Love Canal aux États-Unis, où en banlieue d'État de New York, il y avait eu une décharge de produits chimiques qui avait conduit 20 ans plus tard, donc cette notion aussi de pollution dans la durée, qui avait conduit 20 ans plus tard, en 1970, des habitants, en fait, à demander des dédommagements pour des problèmes de santé dus au fait qu'il y avait beaucoup de pollution dans le sol et l'eau. Et donc, il y a vraiment cette notion de temporalité aussi des pollutions qui fait son apparition et qui devient de plus en plus important dans la recherche et dans la pratique.
Je mets ici, en fait, au chapitre 2, il y a un petit lexique commenté sur les différentes notions de santé et d'environnement, et donc qui est certainement très intéressant pour des personnes qui veulent se familiariser avec ces notions-là. Euh, et on a ici dans ce chapitre, dans la deuxième partie, la notion de changement de paradigme et d'apparition du système Terre. On n'est plus finalement dans des problèmes localisés, voire même mondiaux. On est vraiment dans un changement des paramètres écologiques, carrément. Aussi, aussi important que cela puisse paraître. Et donc, des notions, des premières modélisations biophysiques de la planète et aussi la question de l'hypothèse Gaïa qui compare la Terre à un organisme unique, muni de mécanismes d'autorégulation qui lui permettent de maintenir un certain état de stabilité. Et c'est là qu'apparaît finalement cette notion d'anthropocène aussi. Bon, c'est encore une notion débattue dans les milieux scientifiques, mais qui montre que les activités industrielles, les activités de l'être humain ont accéléré finalement et ont modifié ces mécanismes d'autorégulation. Et donc, euh, voilà, on est les auteurs parlent de dérèglement sans précédent des conditions les plus fondamentales du fonctionnement et de l'habitabilité de la Terre. C'est là que la notion de pensée écologique est centrale et non pas seulement secondaire comme l'environnement à côté de la santé, mais bien de parler des conditions écologiques de la planète comme un rôle premier et central dans la redéfinition des cadres de pensée, des valeurs et des imaginaires traditionnels, mais aussi des savoirs académiques, des institutions et de l'organisation des sociétés humaines. C'est plus donc qu'un souci de l'environnement, mais bien une volonté de reconfiguration des rapports entre les humains et le reste de la planète. Voilà, je saute à un deuxième chapitre. Vous allez voir que, voilà, il va y avoir peut-être parfois beaucoup de notions et hop, on va changer de chapitre, mais c'est vraiment le but de cet ouvrage-là aussi, de donner l'envie d'aller un peu plus loin et de creuser un peu plus loin. Sachez que dans chacun des chapitres, il y a toujours les références qui sont utilisées dans le chapitre qui sont bien sûr référencées, mais aussi quelques références pour aller plus loin, pour approfondir la compréhension de certains concepts, comme celui de système Terre qui est assez c'est un survol en fait hein, dans l'ouvrage. Voilà. Maintenant, je passerai au chapitre 5, dont le titre est Ville et environnementalisation de la santé, bref jalon d'une longue histoire. Et donc, la prémisse hein, des auteurs pour ce chapitre, c'est de dire que les lieux de vie ont des incidences importantes sur les états de santé, à la fois en termes d'espérance de vie, de prévalence des maladies infectieuses ou chroniques, d'exposition à des risques industriels ou encore des états mentaux. Donc, on parle effectivement dans cette notion d'environnementalisation de santé mentale, santé émotionnelle, voilà, ça va au-delà de la santé du corps. L'importance de s'intéresser à cette notion de ville, parce que près de 70% de la population mondiale vivra en ville en 2050, et que la ville est un lieu de tissage du commun et un observatoire privilégié des manières dont la santé a été environnementalisée. Je vous avais mis une citation ici de Bruno Latour, Cécile Schwartz et Florian Charvolin qui me semble assez parlante. Il n'y a pas d'environnement, il y a un travail d'environnementalisation que le sociologue doit suivre. Cette environnementalisation, définition du contexte, de l'intérieur comme de l'extérieur, du naturel comme de l'artificiel, de l'humain comme du non-humain, et donc ici, donc, on intègre ici tout ce qui est animal, végétal, etc., fait l'objet d'une controverse dont le résultat décide des objets et des faits. Euh, la notion de santé est aussi, pardon, de santé urbaine est aussi au cœur de l'initiative de santé urbaine de l'ONU lancée en 2021, pour laquelle il y a quand même énormément de moyens et énormément de campagnes qui permettent en fait, qui visent de contrer l'augmentation des impacts des maladies non transmissibles, des différents traumatismes et donc des problématiques de santé qui sont spécifiques également aux villes. Euh, L'auteur enchaîne ici, hein, c'est un auteur pour ce chapitre-là, sur quelques éléments de l'histoire de l'environnementalisation. Et donc, il propose une définition en disant ici que ce sont les manières dont les états de santé des individus et des populations ont été modulés par des actions consistant à mobiliser des faits pour modifier des contextes d'existence matériels et sociaux, faisant aussi de la santé un commun, la notion de commun. Et il présente quelques jalons historiques assez intéressant, en tout cas, en remobilisant le traité hippocratique des airs, des eaux et des lieux,
qui, en fait, parlait déjà beaucoup hein, de l'influence des choses sur le corps, comme les effets des saisons, des qualités de l'eau, des eaux, du rapport au vent, au soleil, au sol, aux habitudes alimentaires, aux exercices physiques. Donc, la notion d'environnement qui façonne la santé est déjà au cœur du traité hippocratique. En tout cas, certainement que les médecins savent tous peut-être très bien cette notion, mais je pense que pour plusieurs travailleurs de la promotion de la santé, peut-être qu'on apprend ce genre de choses dans l'ouvrage. Il y a aussi cette notion que la santé et la maladie sont l'histoire logique du corps dans son environnement. Euh, et c'est vers, voilà, par la suite, il nomme en fait différents jalons historiques assez importants euh, qui, euh, qui explicite en fait cette vision de l'environnement sur la santé du corps. Et donc, à la fin du 18e siècle, on parle du milieu qu'on appellera bientôt environnement aussi, qui devient la cible privilégiée des interventions de santé. On est effectivement dans l'époque de l'hygiénisme public et donc on a cette notion d'assistance sanitaire dont les autorités communales, les autorités locales sont promoteurs. On voit aussi l'apparition de la santé publique comme objet et sujet de pratique et de recherche. C'est aussi une époque vers la fin du 18e siècle où la médecine anatomo-clinique, hein, donc tout ce qui est médecine clinique, qui finalement soigne peu malgré ses progrès dans la compréhension des maladies. Et c'est là que la notion de milieu devient vraiment une notion au cœur de cette médecine et de la vision de la santé au sein des territoires. C'est aussi une période assez importante où il y a une politisation de la santé puisqu'elle devient un enjeu de gouvernance. Ce ne sont plus seulement les médecins qui ont entre les mains la santé, mais aussi les autorités des cités, des législateurs qui s'en emparent. Et c'est aussi, bien sûr, la période où la santé se politise au niveau social et donc la question sociale devient au cœur des pratiques en santé. Euh, ensuite, l'auteur, en fait, nous amène à revoir cette notion d'articulation des conditions de vie d'une population avec des données naturelles et physiques. Et il va citer, pardon, c'est seulement un auteur ici pour ce chapitre, il va citer trois événements, ou en tout cas trois phénomènes assez célèbres qui posent les jalons de cette environnementalisation de la santé qui vise effectivement à gouverner les humains par leur milieu de vie. Et donc, il cite par exemple en 1854 il y a un premier lien qui est établi entre la distribution urbaine des cas de choléra à Londres et la répartition spatiale des pompes à eau contaminées. Et donc, un autre cas qui est cité aussi, c'est en 1889, tout ce qui était les matérialités pathogènes, donc tout ce qui est pathologie et tout ce qui est facteurs qui conduisent à certaines pathologies, ben, s'étendront à ce moment-là aux conditions socio-économiques. Et ça, c'est grâce à la géographie ethnographique d'un certain Charles Booth qui cartographie le travail et la vie du peuple de Londres en établissant des liens entre pauvreté, criminalité et augmentation de certains types d'accidents ou de maladies non transmissibles. Euh, bon, voilà, j'ai mis une citation ici qui me semblait en tout cas intéressante pour apporter cette notion de santé mentale. Vous l'avez ici, que c'est la question de la perméabilité des esprits aux influences perturbatrices de leurs environnements. C'est vers le milieu du 19e siècle que cette notion-là émerge et qui montre en fait que les phénomènes de psychose sociale, d'alcoolisme, d'assuétude sont des phénomènes sociaux qui trouvent leurs racines, en tout cas certaines de leurs racines, dans les environnements de vie, dans les milieux de vie. Et donc, c'est là que la santé et la maladie seront progressivement conçues en termes de mouvement, de circulation des humains et des choses. Euh, L'auteur enchaîne ensuite vers cette notion de ville-monde, hein, pour parler des villes d'aujourd'hui, qui sont de plus en plus des villes-monde, des villes interconnectées, des métropoles, et que ces villes sont devenues un espace-temps social et matériel de circulation d'êtres humains et non humains, plus ou moins visibles et de densité variable. Donc, il y a toujours cette notion aussi de milieu et de monde vivant, l'extension au monde vivant comme étant les animaux, les végétaux et les humains. Également, le chapitre se termine sur cette notion de conception biosociale de la santé. Et il y a la notion d'intervention mésopolitique qui finalement est une intervention, en d'autres mots, dite intermédiaire. Ça veut dire réalisée par exemple, des communes, des acteurs intermédiaires, des acteurs au niveau local
Et cet type d'intervention est défini comme un ensemble de connaissances et de techniques qui visent à altérer, améliorer ou transformer les humains par l'aménagement de leur milieu de vie. Donc, on inverse un peu, en fait, la notion. On n'est pas que à transformer les milieux de vie, mais on transforme les humains par l'aménagement des milieux de vie. Euh, et en fait, l'auteur termine sur une notion qu'il introduit très, très, très brièvement en parlant de cette notion de plasticité des corps et des esprits qui sont effectivement toujours soumis euh, aux influences matérielles et sociales. Et il parle de marques qu'on appelle épigénétiques. Et de plus en plus, ces marques épigénétiques pourraient moduler ou en tout cas créer, si on veut, des phénotypes environnementaux. Et en fait, ces phénotypes environnementaux sont, alors c'est des notions que je ne vais pas trop expliciter ici parce qu'elles sont que, c'est vraiment un teaser dans l'ouvrage. On parle que ces phénotypes environnementaux sont capables, en fait, d'expliquer l'étiologie d'un grand nombre de maladies courantes d'aujourd'hui. Et ça, pour l'auteur, en tout cas, ça rappelle l'importance de développer une approche écologique de la santé. Donc, on a souvent la notion d'éco-santé ou approche écologique de la santé qui prend en compte effectivement les facteurs environnementaux, physico-chimiques, biologiques, sociaux, évidemment aussi couplés à toutes les expériences vécues au cours de la vie qui viennent à chaque fois refaçonner, si on veut, ces facteurs environnementaux, biologiques et sociaux. Voilà pour le chapitre 5. Je saute au chapitre 16, qui fait quand même un lien assez bon avec cette notion d'environnementalisation, la notion de limite planétaire. Et ici, c'est le chapitre 16, donc bien vivre à l'intérieur des limites planétaires. Sachez qu'il y a un chapitre assez court qui, lui, le chapitre 9, oui, c'est ça, le chapitre 9 qui introduit cette notion de limite planétaire et qui décrit chacune de ces limites. Et donc, ici, plutôt que de vous décrire ça, je vais plutôt prendre le cadre de bien vivre à l'intérieur de ces limites planétaires. Et comme vous voyez à l'écran, on parle que ces limites planétaires représentent des domaines où les activités humaines sont en train d'exercer un impact dominant et dangereux à l'échelle de la planète entière, mettant ainsi en danger les systèmes dont dépend notre vie et notre santé. Et ici, j'ai repris un schéma qui vient du ministère de la Transition écologique français et qui reprend les 9 limites planétaires qui ont été qui sont en tout cas étudiées, quantifiées, documentées depuis que cette notion a été développée plutôt dans les années 1970, quelque chose comme ça. Et on a ici effectivement la perturbation des cycles biochimiques, l'érosion de la biodiversité, le changement climatique, etc. Euh, donc, ici, c'est une autrice, donc Julia Stenberger, qui écrit quand même plusieurs chapitres dans l'ouvrage. Euh, elle débute par resituer en fait cette notion de bien-être. En fait, qu'est-ce que c'est le bien-être? Et elle le situe au regard des besoins. Elle parle de 4 notions liées à ces besoins, les besoins sont multidimensionnels, mais de nombre fini. Ils sont non substituables. Ils ne se limitent pas aux besoins physiologiques, mais touchent aussi les niveaux psychologiques, émotionnels, etc. Euh, Ils sont donc satisfaisables à un certain niveau, plus n'est pas nécessairement mieux. Et la notion, voilà. Et donc ça, c'est les 4 notions de besoins par rapport à, si on veut, à la caractérisation de ces besoins qui sont explicités dans le début du chapitre. Mais c'est vrai que ces besoins-là se confondent souvent à la notion de désir humain. Si en tout cas on les rend synonymes, désir humain et besoin, euh, on pourrait penser qu'ils sont de surcroît infinis. En tout cas, c'est ce qui situe la théorie plutôt économique néoclassique dans laquelle les besoins ou les désirs seraient infinis. Mais en fait, on arrive assez rapidement à une contradiction quand on part de ce positionnement-là et on voit bien que revenir à l'intérieur des limites de notre planète, ce serait inévitablement une infraction au bien-être désiré qui dépendrait de pouvoir consommer sans aucune limite et bien sûr de dépasser ces limites planétaires dont j'ai parlé juste avant. Et donc, dans les recherches de Julia Stenberger, qu'elle mène beaucoup en collectif, il développe beaucoup de recherches autour de 2 approches théoriques qui ne sont pas beaucoup développées dans le chapitre, mais sont bien citées en référence. Donc, pour aller les lire, on peut par la suite aller chercher ces articles-là. Donc, elle s'inspire des théories des besoins, hein, donc qui tranchent avec l'approche classique de Maslow et de la pyramide des besoins. Et c'est donc celle de Doyle et
Goog, pardon, et de MaxNIF qui finalement, dans leur recherche, répondent aux quatre niveaux des besoins dont je viens de parler. Et sur cette base-là, en fait, cette chercheuse s'est beaucoup intéressée à essayer de voir s'il y avait certains pays qui arrivaient finalement à vivre à l'intérieur de ces limites planétaires. Et bien sûr, elle a appris que non, il n'y a aucun pays qui vit à l'intérieur de ces limites planétaires. Euh, Elle a également mobilisé la théorie du donut de Kate Raworth. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est la notion de progrès social, donc de plancher social et limite planétaire pour identifier un espace qui est sûr et juste pour l'humanité. Donc, c'est vraiment le couplage entre les aspects sociaux et les aspects environnementaux qui parfois sont vus comme séparés. Et donc, ici au centre, ce serait, il y aurait des insuffisances si on est au-dessus du plancher social et un dépassement si on est au-dessus des limites planétaires. Alors, la théorie du donut, on préfère un exposé complet seulement sur ça, donc je ne vais pas m'y attarder longuement ici, mais c'est vrai il y a quelques notions intéressantes qui sont un peu traitées dans le chapitre à ce niveau-là. Euh, et donc, l'autrice, dans son chapitre, se dit, mais pourquoi, en fait, aucun pays n'arrive à vivre dans les limites planétaires? Et donc, elle propose des tentatives d'explication en citant quatre explications en disant la surconsommation, pardon, des ressources énergétiques, les inégalités, la corruption et les technologies inefficaces expliqueraient, du moins en partie, le fait qu'aucun pays n'arrive à vivre dans les limites planétaires. Après, c'est évident que dans ses recherches, elle constate qu'il y a beaucoup plus de sous-consommation et de déficience matérielle au niveau social que de surconsommation, du moins dans les pays du Sud, ou en tout cas dans les pays en voie de développement, comme on les appelle plus communément. Euh, Elle rappelle, en fait, dans le chapitre, tout simplement que l'inégalité de la consommation énergétique internationalement et à l'intérieur de chaque pays euh, est celle qui est la plus inégale et que finalement, partout dans les populations les plus riches, partout, à la fois dans les pays occidentaux comme les pays du Sud, les pays en voie de développement, les populations les plus riches surconsomment dans le domaine du transport, donc tout ce qui est véhicules, carburant, vol, etc. Et les populations les plus pauvres consomment beaucoup plus dans le domaine de l'habitat, de la nourriture, de l'hygiène, du confort thermique pour pallier finalement aux différents mondes. Euh, c'est là que elle parle aussi, en tout cas, elle en parle en quelques phrases seulement, du concept de Decent Living Standard, qui est une approche qui a été appliquée d'abord dans des pays comme l'Inde, le Brésil, mais aussi la modélisation au niveau global a également été faite, en tout cas par elle et par différents chercheurs dont elle cite les études dans son chapitre. Euh, et en fait, les résultats sont assez surprenants selon une étude publiée en 2020 à laquelle elle a contribué. Euh, donc c'est une étude qui est prospective, qui fait un scénario d'avenir et qui dit la consommation énergétique par habitant, si elle était d'entre 15 et 20 gigajoules par an, cela pourrait permettre un niveau de vie décent pour toutes et tous, sans exception. Et ça pourrait être achevé avec 40 de la consommation énergétique mondiale actuelle, prenant en compte non seulement la consommation individuelle, mais aussi l'énergie nécessaire à la production de biens et services. Donc, c'est en tout cas une tentative d'entrevoir comment on pourrait diminuer cette production énergétique sans avoir, en ayant plutôt un impact positif sur le plancher social et les limites planétaires. Alors, c'est des tentatives, ce n'est pas parfait et c'est certainement encore des études qui vont être développées au courant des prochaines années, des prochaines décennies. Euh, et comme dernière partie ici, voilà, je pense que j'ai quand même déjà un peu précisé ces éléments. Hop, 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 je reviens ici. Oui, voilà, oui, il termine quand même la conclusion en disant que il y a une confrontation évidente avec les systèmes économiques actuels qui sont beaucoup plus axés sur l'accumulation de richesses et sur une croissance
qui comporte des inégalités sous-jacentes. Et donc, elle effleure la notion de décroissance des émissions et en consommation des ressources énergétiques, tout en refermant assez rapidement le débat parce qu'elle sait que c'est une notion qui voilà, fait beaucoup de débats dans ces différents milieux. Voilà, j'enchaîne avec un prochain chapitre ici, le chapitre 19, qui s'intitule Requalifier l'urgence environnementale en urgence sanitaire, les enjeux de nouveaux récits autour du changement climatique. Je trouvais intéressant ce chapitre assez court, mais assez parlant du fait on associe, ou en tout cas on médiatise beaucoup les impacts des changements climatiques sur l'environnement, hein, sur nos territoires, sur l'augmentation des risques et des expositions au changement climatique, mais que la médiatisation autour de la santé humaine, elle est là, mais elle est beaucoup moins médiatisée, elle est moins présente, ou du moins dans certains milieux, elle est moins présente, et elle gagnerait à être davantage, la notion de santé humaine devrait, elle gagnerait à être mise en avant. Et donc, ici, l'autrice mentionne, parle d'inverser finalement la compréhension des changements climatiques et d'en faire une question centrale de santé publique. Et c'est effectivement le post-crise COVID-19 et les enseignements qui en sont tirés qui nous permet de mieux appréhender qui nous permettrait en tout cas de mieux appréhender et construire la communication autour du changement climatique. Euh, euh, la notion également très importante au cœur du chapitre, c'est cette notion de distance psychologique, voire distance physique avec les impacts du changement climatique. Euh, Elle parle effectivement d'efforts encore insuffisants en raison de nombreuses réserves, du fait d'un sentiment d'impuissance, d'inutilité. Également aussi, ces efforts individuels sont bien sûr corrélés à son groupe socio-économique et donc la nécessité finalement de pouvoir prendre conscience du changement climatique pour tout le monde, tous et toutes, peu égard à la classe sociale, en tout cas à laquelle appartiennent les personnes. Mais aussi cette distance psychologique, c'est bien sûr sans doute dû à un manque de connaissances sur le sujet, mais aussi aux écarts entre les changements nécessaires et la possibilité de vraiment mettre en œuvre ces changements-là. Il y a beaucoup de métaphores par rapport à la COVID dans le chapitre, puisqu'elle compare finalement les changements climatiques ne sont pas contagieux comme la COVID. Pourtant, la COVID, la notion de distance spatiale, temporelle et physique était extrêmement importante et de manière générale, les gens comprenaient que voilà, cette notion de distance physique et spatiale pouvait avoir des conséquences très visibles sur sa propre santé, sur le fait de contracter le virus, etc. Et donc, cette métaphore-là qui lui sert beaucoup dans ses écrits dans le chapitre, euh, lui permet aussi voilà, de dire, c'est ça, que la contagion ou la menace de contagion est un puissant moteur de nouvelles normes sociales qu'on a adoptées pour se protéger. Pourquoi pas en faire autant avec la notion de changement climatique? Évidemment, la notion que les pays en voie de développement sont les plus touchés, ils sont les plus touchés à l'heure actuelle et seront les plus touchés, en tout cas, seront les premiers à être touchés euh, fait aussi qu'il y a une distance géographique assez importante et qui, sans doute, entrave ou en tout cas diminue la possibilité de faire des efforts réels ici et maintenant. Et les bénéfices des actions posées ne sont pas toujours directs, malgré le fait que de plus en plus de co-bénéfices, la notion de co-bénéfice, j'en parlerai juste un petit peu plus tard, est de plus en plus présente. Du fait que de l'augmentation de toutes les maladies respiratoires, cardiovasculaires, les allergies, les différentes maladies qui sont davantage visibles et beaucoup plus corrélées à des facteurs environnementaux comme la pollution de l'air et autres. Euh, elle enchaîne aussi, c'est ça, sur la notion de co-bénéfice, donc cette émergence d'une notion finalement peut-être intuitive pour beaucoup, hein, de dire que dans le discours sur le climat, on peut vraiment beaucoup plus miser sur ce récit qui montre que les comportements bénéfiques, qu'il y a des comportements qui sont à la fois bénéfiques pour la santé et pour l'environnement. Et il y a effectivement une enquête de 2018 dans des Lancet Countdown, qui est par ailleurs une des seules publications de grande envergure qui s'intéresse à la notion de changement climatique et de santé humaine, qui montre en fait que le fait d'informer sur les co-bénéfices directs et individuels est un élément incitatif capable de déterminer les ménages des pays à revenus élevés à adopter des mesures d'atténuation.
Il y a quand même plusieurs, il y a quand même tout un paragraphe autour du rôle, des rôles, pardon, importants des médecins généralistes, du fait qu'ils sont en contact avec une large population très hétérogène, avec des cultures scientifiques, des représentations très variables, et que, en tant que figure d'autorité, voire même une figure locale, communautaire, peuvent peut-être susciter une meilleure adhésion, en tout cas à ces enjeux, et contribuer à renforcer la résilience de la communauté. Euh, Elle met aussi l'accent sur l'éco-bénéfice direct de l'action climatique en faveur de la santé pour réduire, si on veut, cet effet de myopie, hein. Elle parle de myopie au fait que les populations sont plus réticentes à faire des sacrifices immédiats pour des avantages futurs et que finalement, la notion d'action individuelle ont des impacts mineurs sur le changement climatique. Et ça, c'est quand même pas mal je vais me permettre cette expression, mais le nerf de la guerre au sens où est-ce que faire des actions individuelles ça aura réellement un impact sur une échelle plus grande. Si moi, je fais ma petite mesure de santé bénéfique pour l'environnement, est-ce que si l'industriel, si mon voisin fait tout le contraire, est-ce que ça va pas aussi diminuer, si on veut, les bénéfices? Donc, voilà, le débat est ouvert à ce niveau-là. Il n'y a pas de réponse précise dans le livre, mais bien sûr que ce sont des notions qui sont, des points de tension qui sont identifiés. Euh, voilà, je termine déjà ce chapitre 16, pardon, ce chapitre 19, pour enchaîner sur le chapitre 23, qui s'intéresse vraiment ici aux risques environnementaux pour la santé humaine. Alors ici, il y avait quand même plusieurs chapitres assez intéressants, euh, comme celui, par exemple, sur les perturbateurs endocriniens santé. Après, j'ai choisi quelque chose qui, je pense, est un peu moins discuté dans le monde de la promotion de la santé, mais qui est non négligeable, en tout cas dans l'éventuelle pratique à développer autour de la santé et de l'environnement. Et j'ai choisi de montrer ce chapitre sur les concepts généraux autour de la mesure des risques sanitaires environnementaux. En fait, c'était un chiffre qui m'a que j'ai trouvé assez parlant. L'OMS disait en 2016 que près de 25% des décès sont attribuables aux facteurs environnementaux. Et donc, c'est un chiffre quand même assez large. Certainement qu'il a peut-être changé depuis ce temps-là aussi, hein, c'est quasi 10 ans. Euh, mais qu'en fait, cette notion de risques sanitaires environnementaux est toujours assez complexe dans sa mesure parce il y a beaucoup de variables à prendre en compte et on va le voir un peu plus en détail dans ce chapitre-là. Et la notion d'effet cocktail, donc ça veut dire le croisement entre différentes formes de risques et d'exposition au risque qui rendent finalement, en tout cas, la quantification de ces risques-là assez difficile. Et donc, dans le chapitre, on parle de la démarche épidémiologique qui cherche effectivement à quantifier les liens entre pathologie et exposition. D'abord, on part de la prémisse qu'il y a une association entre des problèmes de santé et des facteurs d'exposition. Euh, et là, voilà, il y a tout un volet qui est développé autour de la notion de fraction attribuable, qui combine à la fois la fréquence de la maladie et l'intensité de son association à une exposition. Ici, on parle d'exposition à différentes formes de risques, hein, des risques chimiques, comme l'exposition à différentes formes de polluants, de métaux lourds, etc. On parle de risques physiques, comme tout ce qui est sécheresse, les différentes ambiances thermiques, oui, donc c'est les principaux. Tout ce qui est exposition au champ électromagnétique aussi, ça fait partie des risques physiques. Et les risques biologiques qui sont davantage liés à tout ce qui est exposition aux parasites, aux différentes moisissures, aux champignons, etc. Pour ne nommer que ceux-là, parce qu'il y a évidemment des catégories beaucoup plus nombreuses. Euh, et en fait, cette fameuse fraction attribuable, elle est assez intéressante pour les politiques de santé publique parce qu'elle permet de quantifier la proportion des maladies qui seraient attribuables à une exposition spécifique. Et donc, de dire que si on peut éviter ces types d'expositions spécifiques, ben, on réduirait finalement la charge de ces maladies-là. Mais ce qui rend la chose assez difficile, après, peut-être pour vous donner un exemple très, très parlant, c'est celui de l'amiante. On a pu identifier certaines maladies très spécifiques, ben, une maladie, le myélome, qui est très, très spécifique à l'exposition à l'amiante. Mais sinon, il y a plusieurs autres maladies dont on connaît de plus en plus. Par exemple, on parle des effets cancérogènes. Et là, on n'arrive pas encore à dire ben, c'est que l'exposition au mercure ou que l'exposition aux polluants volatiles organiques ou que l'exposition à tel type de polluant qui aurait causé
tel type de cancer. Ce qu'on sait par contre, c'est que l'exposition, elle est multiple et cette notion d'effet cocktail, donc d'effet de combinaison d'exposition, qui peut augmenter à chaque fois le risque de développer un certain type de cancer ou un certain type de problème cardiovasculaire ou des problèmes respiratoires. Et donc, comme j'ai mentionné ici dans la diapo, les pathologies sont parfois peu spécifiques d'une seule exposition, mais plutôt des expositions conjointes. Euh, et également aussi, la notion de temporalité est super importante et au cœur de cette notion de mesure de risques environnementaux parce qu'on a évidemment des expositions qui pourraient être aiguës, donc on est exposé très intensivement à un produit ou à un élément toxique et de là en découle une maladie ou un problème de santé. Mais il y a aussi cette notion d'exposition sur le long cours, ou sur le moyen long cours, qu'on commence de plus en plus à documenter, mais qui effectivement pourrait entrer dans les différents mécanismes de causalité des maladies chroniques, de certaines maladies chroniques en tout cas. Et donc, c'est vraiment un domaine qui est en plein développement et qui est extrêmement interdisciplinaire. Évidemment, peut-être plus dans tout ce qui est sciences appliquées, mais il y a de plus en plus euh, par exemple, de sociologues, d'épidémiologues, épidémiologistes, pardon, de médecins, mais aussi de toxicologues et de spécialistes en biomoléculaire qui travaillent ensemble, en fait, pour développer des outils, finalement, de mesure de ces risques environnementaux. Euh, Ça va, je vous ai pas perdu. Ici, dans la dernière partie du chapitre, il y a la notion d'évaluation il y a cette méthode, si on veut, d'évaluation des risques sanitaires, estimer un risque, attendez, juste une petite seconde, estimer un risque environnemental populationnel. Et donc, c'est une méthode qui est beaucoup plus utilisée pour le moment, en tout cas dans les pays au niveau international, peut-être un peu moins au niveau européen, mais voilà, elle a toute son importance également. Et voilà, ici, je citais les 4 étapes les plus importantes, dont je vous ai un peu exposé les éléments juste un peu plus tôt, mais effectivement, on parle d'abord d'identification des dangers. Est-ce que c'est des expositions qui sont chroniques, qui sont subchroniques, qui sont aiguës? Ensuite, il y a une étape de caractérisation des dangers, de la relation dose-effet. Effectivement, est-ce que c'est une dose très forte avec un effet aigu ou est-ce que c'est l'exposition, par exemple, notre exposition à tous et toutes ici réunis aujourd'hui aux différents polluants atmosphériques, aux différents polluants de l'air? Est-ce que, évidemment, ça va avoir un impact différencié sur chacun de nous en fonction de notre patrimoine génétique, mais aussi du fait d'être exposé plus longuement, plus fortement, de façon plus intensive à certains polluants qui va, en tout cas, entrer dans notre, euh, oui, entrer dans notre propre santé. Euh, je vais passer, je vais vous les 2 derniers aspects de cette méthode, c'est la question de la mesure de l'exposition qui est extrêmement importante et qui permet aussi, en tout cas au niveau décisionnel, au niveau des autorités nationales, euh, de, euh, de, euh, d'avoir une meilleure prise en compte des différents niveaux de preuve par rapport à l'exposition aux différents types de risques toxiques. Euh, et dans la gestion de cette incertitude, parce qu'il faut savoir qu'une des choses les plus importantes finalement dans cette notion d'évaluation des risques, c'est la notion d'incertitude. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises et qui vont être prises dans les prochaines années, même au niveau européen particulièrement. Je vois les différents seuils de tolérance par rapport à l'exposition à certains polluants chimiques qui vont être appelés à évoluer parce que le niveau d'incertitude change plus il y a d'études qui sont produites sur ces notions-là et rend le principe de précaution, en tout cas, à chaque fois très important dans la prise de décision sur les seuils acceptables, par exemple, de différents types de pesticides dans les produits alimentaires. Voilà, pour vous donner un peu un exemple de notion de risque qui nous touche plus directement ici. En tout dernier lieu, dans le chapitre, on parle de la question du concept d'exposome, qui est un concept qui sera certainement très fécond dans les prochaines années aussi, qui comprend simultanément l'ensemble des facteurs environnementaux auxquels les individus sont exposés depuis leur naissance jusqu'à leur mort, afin de comprendre leur rôle dans le développement des maladies chroniques.
Et donc, il y a différentes études, des grandes cohortes au niveau européen qui ont été mises en place depuis, en tout cas celle dont je parle ici, l'étude européenne ELIX, c'était en 2015, l'étude s'est terminée en 2022. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'études qui vont être appelées à développer autour de cette notion d'exposome. Le concept d'exposome est développé davantage dans le chapitre 30 du livre. Ici, je vous ai mis un petit schéma pour montrer à quel point les expositions finalement commencent dès qu'on est dans le ventre de la maman. Euh, voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. C'était peut-être la partie un peu plus complexe. J'enchaîne sur le chapitre 34 et donc qui parle de la notion de co-bénéfice pour la santé du contact avec la nature. Ici, j'ai choisi ce chapitre-là sur les quatre qui proposait différents enjeux de la notion de co-bénéfice. Il y a une introduction assez bien sur cette notion-là au chapitre 31 et la notion de santé, de co-bénéfice pour la santé du contact avec la nature me semblait assez intéressante. Je sais qu'il y a de plus en plus d'ASBL ou en tout cas de travailleurs de terrain qui s'intéressent à cette notion-là, mais également aussi des médecins qui travaillent avec les notions de prescription, de nature, etc. Et j'en parlerai dans une petite minute. Euh, cette notion-là, en fait, de co-bénéfice, c'est l'idée euh, de mettre en avant les bienfaits des milieux naturels, des espaces verts, par exemple, et des jardins. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, sur la santé des individus et des populations, pour encourager aussi les populations à préserver et à développer dans ces espaces des espaces de préservation et de bénéfices à la fois pour la santé et pour l'environnement. Euh, voilà, dans le chapitre, il y a vraiment cette notion de donner un aperçu hein, de l'impact du contact avec la nature. C'est un domaine, disons, assez récent de recherche et de pratique, du moins en tout cas au regard des auteurs de ce chapitre. Et donc, d'abord, leur prémisse, c'est de dire que les déterminants fondamentaux de la santé humaine sont mis à mal avec l'érosion massive de la biodiversité. Ça compromet la capacité de la nature à fournir les services écosystémiques hein, dont on a tant besoin et dont dépendent les espèces comme l'être humain, mais aussi les animaux, les végétaux. Euh, donc, l'intégrité des écosystèmes et de la santé humaine, il y a une vraie dépendance aux dynamiques écosystémiques. Euh, et donc, les auteurs nous appellent en tout cas, ils citent différentes études qui nous appellent à reconnecter nos modes de vie au monde vivant. Ils vont beaucoup citer toutes les associations entre bonne santé mentale et contact avec la nature. Il y a plusieurs exemples qui citent les espaces verts qui à la fois limitent les îlots de chaleur et permettent de reconnecter avec la biodiversité, prendre son pied dans la nature, voilà. Il y a deux notions assez intéressantes qui sont introduites aussi, qui sont le Attention Restoration Theory puis le Stress Restoration Theory, qui documentent de plus en plus tout ce qui est immersion en nature comme activité ou en tout cas comme pratique qui permet de réduire le stress et de récupérer de certaines capacités de concentration. Donc là, ces pratiques sont citées aussi pour tout ce qui est personnes en burn-out, personnes avec des problèmes de santé mentale qui pourraient en fait bénéficier de thérapie ou en tout cas d'approches thérapeutiques par la nature et que la nature peut aider finalement à s'épanouir. Dans la deuxième partie du chapitre, ils enchaînent avec la notion de biodiversité et régulation du système immunitaire. Ils parlent de crise d'adaptation du système immunitaire, du fait qu'on est de moins en moins exposé à la diversité microbienne, donc finalement le surhygiénisme des espaces publics. Et donc, il y a une réduction de la diversité du microbiote humain. Le microbiote humain, c'est l'ensemble des bactéries qui sont présentes dans notre côlon, dans notre système intestinal. Et donc, il y a la régulation du système immunitaire passerait effectivement par la biodiversité et avoir accès à cette biodiversité dans les environnements urbains serait certainement, en tout cas, une des pistes pour augmenter cette biodiversité. Mais il y a aussi effectivement la notion en milieu rural qui aussi est largement exposée à une diversité de pesticides. Et donc, c'est là vraiment que la notion de jardin urbain, j'ai mis un modèle juste ici à votre gauche sur l'écran, les différents impacts des jardins urbains, de ce qu'on appelle jardin urbain, potager communautaire, et de montrer à quel point ce genre de projet, ce genre de pratique peut avoir à la fois des bénéfices
Donc, la notion de co-bénéfice pour la nature et pour l'être humain, tant au niveau de sa santé, au niveau de la cohésion sociale, au niveau de l'insertion sociale, etc. Voilà. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Euh, J'arrive à la fin parce que je veux garder un temps pour les questions. Ici, j'ai passé très... j'ai pas voulu entrer dans le détail ici dans tout ce qui était le chapitre éléments pour la pratique clinique, comme peut-être que ça touche un peu moins la notion en tout cas, de promotion de la santé, mais elle reste au cœur, en fait, finalement, du livre, hein, cette notion de système de santé, de pratique clinique. Et donc, la notion, il y a différents chapitres sur... attendez, je ne suis pas sur le bon... non, j'en ai sauté un. J'ai sauté. Oui, j'ai sauté cette diapo qui est juste devant vous. Euh, mais c'est vrai que... ouais, je suis prête. Non. Euh, pardon. Euh, la notion de prescription verte, de soins verts, fait de plus en plus son apparition dans les cabinets de médecine, dans des programmes aussi, par exemple, de réinsertion de personnes en burn-out. Donc, j'ai mis ici l'exemple du programme Soins verts, qui est un nouveau programme que je découvrais ici, qui a cours en Belgique. Mais aussi, il y avait la notion dans le chapitre de prescription de self-care. Donc, plutôt que d'être dans une prescription individualisée, thérapeutique, qui est tout à fait utile dans certains cas, euh, élargir finalement et désinstitutionnaliser cette notion de prescription de soins verts et la rendre plus large en développant des capacités individuelles, donc un champ certainement d'intérêt pour les praticiens en promotion de la santé. Alors là, voilà, j'arrive à cet élément dont je vous parlais juste avant. Il y a un chapitre, donc, il y a 3 chapitres sur les éléments pour la pratique clinique en santé et environnement. Donc, il y est question effectivement de quelles mesures prendre en cas de canicule pour les personnes âgées. Donc, on est vraiment dans des notions assez concrètes de communication, de organisation au niveau local aussi pour développer différentes campagnes d'information lors de canicules. On parle de la pharmacie verte, prescription médicale responsable et durable. La notion aussi d'adapter la pratique clinique au changement climatique. Euh, et c'est là ici que de plus en plus de documentation, en fait, existe, de la documentation accessible, en tout cas, pour mieux comprendre et mieux exposer aussi aux patients la notion de cause climatique pour certaines maladies ou certains problèmes de santé. Ici, vous voyez un tableau, comment les vagues de chaleur augmentent en fait les risques de maladies, augmentent, pardon, les symptômes liés aux maladies cardiovasculaires pendant les périodes de chaleur, etc., etc. Donc, c'est un chapitre assez pragmatique, en tout cas pour les cliniciens. Et donc, c'est le dernier chapitre sur lequel je vais passer assez rapidement pour vous laisser donner vos commentaires et questions. Et donc, c'est le chapitre qui aborde de façon plus claire, si on veut, la notion de promotion de la santé et de durabilité. Donc, il y a un couplage ici de la notion de développement durable, de soutenabilité et de promotion de la santé, du fait que ces 2 champs qui sont quand même 2 vases communicants. Effectivement, hein, on a la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé et le rapport Brundtland pour le développement durable qui, quand on les met côte à côte, sont assez complémentaires et assez interconnectés. Euh, et donc, il y a ces notions d'échelle aussi, hein, de savoirs environnementaux et économiques, mais aussi la notion de changement de comportement individuel, mais surtout et aussi les changements dans les structures et dans un contexte de dérèglement climatique. Et donc, c'est ça, je disais, la notion d'échelle est assez importante. Elle est à la fois, elle permet à la fois de créer des synergies entre la durabilité et la promotion de la santé, mais ce sont aussi des points de tension, euh, à savoir, entre l'échelle d'action individuelle et collective, industrielle, privée, quel équilibre trouver et quel type d'action développer. Il y a certaines pratiques qui sont mises en exergue, comme celle des labels Ville Santé de l'OMS ou du label Suisse Commune en Santé. Euh, et effectivement, la notion d'articulation au niveau des politiques publiques est très, très importante au sens où on a beaucoup de plans en santé et de plans en environnement, mais on a en tout cas, il y aura de plus en plus certainement des plans qui vont allier les notions de santé et mobilité active, par exemple, ou de santé et changement climatique, de santé et d'environnement, plutôt que d'en faire à chaque fois des plans thématiques, des programmes thématiques. Je prends quand même l'exemple ici en Belgique où
il y a des plans santé-environnement, mais il y a aussi des plans après par thématique. Hein, comment davantage travailler en interdisciplinarité et en synergie. Voilà. La notion d'échelle d'action ici est assez présente à la toute fin dans un petit tableau qui montre les différents niveaux d'action, niveaux d'entrée dans le sujet. Et j'arriverai ici à quelques éléments de conclusion qui sont donnés par la médecin Claudel Pétrin-Desrosiers. Je mettais ici à gauche un livre qui vient de tout juste de sortir il y a une petite semaine sur la notion de santé planétaire. Et en fait, où elle rappelle hein, à la fin, oh, pardon, elle rappelle, je vais noter, bon, elle rappelle, ah, euh, touc, 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 la notion de santé qui dépend largement des milieux de vie et des déterminants qui sont associés. Et donc, que finalement, la maladie et la santé dépendent davantage du milieu que des soins de santé et des systèmes de santé. Et c'est une médecin spécialisée en santé publique qui le dit. Voilà, j'arriverai à la fin de ma présentation. J'ai mis à la toute fin ici quelques exemples, en tout cas, de ce qui se fait ici en Belgique à différentes échelles, dans différentes perspectives autour des liens entre santé et environnement. Docteur Coquelicot, qui est la cellule environnement de la Société générale de médecine, Société scientifique de médecine générale, pardon. Je remettais un numéro d'éducation santé de 2020 sur l'environnement et la promotion de la santé, mais je crois qu'il y a un prochain numéro qui va sortir bientôt sur les liens entre santé et environnement. Il y avait un super dossier également dans la revue de la Fédération des maisons médicales sur l'écologie et la santé. Il y a évidemment différentes ASBL qui travaillent sur les questions d'environnement santé. Il y a l'environnement est présent dans les différents programmes et plans de santé ici en Belgique, mais c'est vrai que on peut se poser la question aussi à savoir dans le travail de terrain, dans le travail que vous développez, chacun et chacune ici présent aujourd'hui. Je, je lançais des questions, en fait. Alors, ces questions-là ne sont pas obligatoires, hein. C'est vraiment des questions qui me sont venues à l'esprit pendant ma lecture, en cherchant un peu aussi à voir quelle pratique ou quelle association, en tout cas ici, quelle organisation incarne cette notion de connexion entre santé et environnement. Et effectivement, la notion d'approche généraliste ou d'approche spécifique, on sait que les différents décrets ou en tout cas les différents agréments qui sont donnés aux organisations sont parfois donnés au regard d'une approche généraliste ou une approche thématique. Est-ce que cette notion d'environnement, elle est finalement transversale dans la pratique ou bien on doit l'aborder comme sujet précis? Voilà, c'est des questions, moi, qui me viennent en tête. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres et qu'il y en a des plus précises également sur l'ouvrage. Donc, je pourrais y répondre du mieux que je peux, mais je pense qu'il y a effectivement des personnes qui participent aujourd'hui qui pourraient parler de leur pratique ou de leur questionnement par rapport à ces notions-là. Voilà. Est-ce que j'enlève le partage d'écran, Camille? Bah, peut-être que tu peux le laisser pour qu'on ait les questions sous les Oui, yeux. ouais, parfait. Moi, par contre, je vais arrêter l'enregistrement.